Salut, c'est Ginette. Et si je vous emmenais faire un petit voyage dans l'espace? Allez, on en rêve tous, découvrir l'inconnu, imaginer ce que peut être la vie sur une autre planète ou juste faire un tour dans une navette façon Star Wars. Bon, ok, on n'y est pas encore, mais avec la découverte de Proxima b, cette exoplanète sur laquelle on espère trouver de la vie, je me suis dit pourquoi ne pas parler de ce que font nos astronautes dans l'espace. Principalement, 3 États se détachent dans la recherche et les voyages spatiaux, les États-Unis, la Russie et la France. Chacun ayant ses propres voyageurs, les astronautes chez les Américains, les cosmonautes chez les Russes, et enfin les spationautes pour nous Français, des noms différents pour un seul et même métier. Depuis 1972, plus personne n'a mis les pieds sur la Lune. Après Neil Armstrong en 69, seules 5 missions Apollo ont été réalisées à terme, puis on a arrêté ces voyages pour se concentrer sur des missions en station spatiale. Aujourd'hui, il s'agit de l'ISS, mais on a connu la station Mir qui est restée en orbite entre 1986 et 2001. L'ISS, quant à elle, est en orbite depuis 1998. C'est la plus grosse station jamais conçue avec un poids de près de 345 tonnes. Pour info, Mir pesait 125 tonnes. On s'apprête à réaliser la 50e expédition avec à son bord notre Français Thomas Pesquet. Et c'est grâce à la navette Soyouz que notre spationaute va rejoindre la Station spatiale internationale. Pour avoir le privilège de faire un voyage spatial, il faut avoir un profil exceptionnel. Une première formation de base de 2 ans va permettre à un candidat d'obtenir le titre d'astronaute. En gros, on apprend les principes fondamentaux des vols spatiaux, les procédures, les opérations, les sciences de la vie, des matériaux et des fluides, on fait des formations linguistiques, en particulier le russe, on apprend la robotique, les gestes de réanimation. On sait jamais ce qui peut arriver là-haut. Et en plus des entraînements physiques, on fait des stages de survie, du parachutisme et des formations de pilotage. Une fois le titre d'astronaute obtenu et en attendant une mission, la formation continue pour perfectionner les langues, les compétences médicales. Les astronautes participent aussi à des activités de recherche et de développement et ils apprennent à vivre en milieu hostile. Oui, parce que même si lorsqu'ils reviennent sur Terre, les équipes au sol arrivent rapidement vers eux, il peut y avoir des imprévus, comme une déviation de la trajectoire par exemple. Et dans ce cas-là, l'équipage doit être capable de survivre en attendant qu'on vienne les récupérer. Ils peuvent très bien tomber en pleine mer, en forêt ou dans un désert, en hiver comme en été. Lorsqu'un astronaute est enfin affecté à une mission, il entre dans une formation spécifique pour une durée de 2 ans. Il s'entraîne à la sortie dans l'espace avec simulation en réalité virtuelle ou en piscine qui reproduit les effets d'apesanteur et où il est submergé des modèles grandeur réelle des composants de l'ISS. Il subit aussi l'entraînement en centrifugeuse pour supporter la très forte accélération de la fusée pour traverser l'atmosphère. Alors ça, personnellement, j'ai essayé il y a quelques années un manège à sensation qui te mettait 4G dans la tronche. J'ai jamais été aussi malade de ma vie, ça a duré des heures avec des nausées, des vertiges, je pouvais pas dormir. Franchement, 4G, je pouvais même pas soulever mon bras tellement il était devenu lourd et encore moins décoller ma tête du siège. Je suis ressortie blanche comme une merde de laitier, alors quand tu les vois se prendre 8G à l'entraînement, franchement, moi je dis respect les mecs. L'astronaute doit aussi s'entraîner à bord du Soyouz, seule navette entre la Terre et la station. Elle sert aussi de vaisseau de sauvetage en cas d'urgence. Il apprend à manipuler le Canadarm2, c'est un bras qui permet d'attraper des capsules de ravitaillement et de déplacer des astronautes en sortie dans l'espace. Il faut aussi se familiariser avec l'ISS grâce à des maquettes de taille réelle. Comme il doit réaliser des expériences scientifiques, il doit apprendre à utiliser les différents modules et à faire face aux situations d'urgence. Revenons à Soyouz. Ce véhicule est la seule navette permettant de transporter des êtres humains vers l'ISS. Elle pèse près de 7 tonnes, mesurant environ 9 mètres et est composée de 3 éléments. Le module orbital est situé à l'avant de la navette. D'un volume de 5 mètres cubes, il est destiné au lieu de vie et de travail pour l'équipage. À son extrémité, une écoutille lui permet de s'amarrer à la station spatiale et de l'autre côté, une autre écoutille permet d'accéder au module de descente. Le module de descente est la seule partie qui revient au sol et fournit à l'équipage un lieu de vie de 3,5 mètres cubes. C'est ici qu'est commandée la navette pour l'amarrage à la station spatiale et c'est grâce à cette capsule que l'équipe sortante pourra rejoindre la Terre. Elle est équipée d'une protection thermique parce qu'à son entrée dans l'atmosphère, elle va subir des températures allant jusqu'à 1800 degrés Celsius. Elle est aussi équipée d'un parachute principal et d'un de secours lui permettant un atterrissage en douceur. Et il y a aussi 6 petits moteurs d'orientation pour aider à la trajectoire lors de sa rentrée atmosphérique.
Enfin, le module de service contient la propulsion principale et 28 petits moteurs de manœuvre. 2 panneaux solaires d'une superficie de 10 m² sont déployés une fois en orbite, permettant l'alimentation de la navette. Cette partie-là n'est pas pressurisée, donc aucun des voyageurs ne peut y entrer. L'ensemble de ces modules est enfermé dans une coiffe, lui donnant une forme aérodynamique et le protégeant pour la première phase de vol. Enfin, on assemble les 3 blocs de lanceur pour lui permettre de décoller et la tour de sauvetage permettant en cas de problème d'expulser la navette du reste de la fusée et ainsi déployer un parachute pour leur permettre de revenir sur Terre sains et saufs. Parlons maintenant de l'ISS, donc c'est la station spatiale qui est placée en orbite à une altitude de 370 km environ. Elle s'étend sur 110 mètres de long, 74 de large et 30 mètres de haut. Son assemblage se fait petit à petit en orbite entre les Russes et les Américains. Aujourd'hui, elle comporte une quinzaine de modules pressurisés, dont 4 consacrés aux expériences scientifiques. Son volume d'espace pressurisé est d'environ 900 m3, dont 400 m3 sont habitables. Des panneaux solaires d'une superficie de 2500 m² fournissent 110 kW d'électricité. Occupés en permanence depuis 2000, les astronautes y font un séjour d'une durée de 3 à 6 mois. Lorsque le jour J est enfin arrivé, l'équipage monte dans la navette Soyouz. 1 minute après son décollage, la fusée largue ses propulseurs à poudre et atteint déjà la vitesse de 720 km/h à une altitude de 7,5 km. Très vite, elle atteint le mur du son, qui se trouve à 1124 km/h, pour atteindre les 5400 km/h à une altitude de 40 km. Quand elle atteint les 46 km d'altitude et 2 minutes après son lancement, la tour de sauvetage est larguée. Et alors là les gars, c'est maintenant qu'il faut serrer les fesses pour espérer passer les dernières couches de l'atmosphère sans encombre. À 49 km d'altitude, on éjecte les 4 propulseurs du premier étage. À 85 km, alors que les couches les plus denses de l'atmosphère ont été traversées, la coiffe est à son tour larguée, permettant aux astronautes d'observer par les 2 hublots de la cabine une pellicule de glace extérieure qui se fragmente et est rapidement emportée par la pression. 4 minutes 30 après son décollage, le 2e étage central est à son tour largué et le 3e étage s'allume pour une durée de 4 minutes. Quand celui-ci va s'arrêter, les astronautes seront enfin en apesanteur à la vitesse de 28 000 km/h. Et c'est à cette vitesse de croisière qu'il va pouvoir rejoindre l'ISS. Alors comme pour tous les transports, les astronautes subissent aussi le mal de l'espace, ça disparaît après quelques jours. Leur consommation se résume à des produits lyophilisés, parfois quelques fruits et légumes lorsque leur ravitaillement vient de se faire, le but étant qu'aucune miette ne s'éparpille car en apesanteur, tout devient un projectile pouvant devenir dangereux pour la mission. Le corps vieillit de 20 ans en 6 mois, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas ils sont obligés de faire 2 heures de sport par jour pour ralentir ce vieillissement prématuré. Pour leur toilette personnelle, l'eau étant très limitée, ils utilisent une éponge. Pour se laver les cheveux, ils utilisent un shampoing spécial sans rinçage qu'ils appliquent avec une serviette en se massant le cuir chevelu. Ils utilisent un petit aspirateur pour récupérer tous les résidus, comme lorsqu'ils se rasent d'ailleurs ou se coupent les cheveux. L'utilisation des toilettes est fastidieuse. Il faut déjà s'harnacher pour ne pas s'envoler pendant la grosse commission. Et en fait, dans la cuvette, il y a un aspirateur qui évacue les excréments dans un compartiment de collecte. Pour l'odeur, heureusement, il y a un purificateur d'air. Les urines sont récoltées de la même manière avec un entonnoir, mais elles vont être conditionnées ailleurs. Et oui, comme je vous l'ai dit, l'eau est très limitée. Donc, on récolte l'humidité dans l'air, la sueur et les urines des astronautes. Bah ouais, c'est vraiment crade. Mais dans l'ISS, le Water Recovery System, t'as vu l'accent, il est tellement efficace qu'il permet de boire une eau plus pure que celle que l'on trouve sur Terre. Ça vous en bouche un coin, Lorsqu'il doit dormir, l'astronaute se glisse généralement dans un sac de couchage qui est fixé sur une cloison pour éviter toute dérive pendant son sommeil. Le brassage de l'air par des ventilateurs empêche l'accumulation de gaz carbonique devant sa tête, ce qui lui serait fatal. Alors les journées des astronautes sont très chargées, le coût d'une mission est tellement élevé qu'il faut l'amortir un maximum. Donc ils travaillent en moyenne 55 heures par semaine et ont leur dimanche de libre. Leur travail consiste à faire des expériences scientifiques, faire des travaux de maintenance, s'entretenir physiquement, préparer et exécuter des manœuvres de déplacement. Ils font très peu de sorties extravéhiculaires, en fait elles sont assez dangereuses et longues, mais elles permettent de réaliser des travaux d'assemblage et des réparations. Toujours réalisés en binôme pour que l'un d'entre eux puisse venir en aide à l'autre si besoin.
Alors actuellement, les recherches portent sur la compréhension des effets d'un séjour dans l'espace sur le corps humain. Le but étant de déterminer si l'homme peut effectuer des séjours de longue durée en vue d'une colonisation. L'atrophie musculaire, la décalcification des os ou la redistribution des liquides biologiques comme le sang par exemple, sont les problèmes les plus handicapants pour les astronautes. On étudie aussi entre autres les effets de l'absence de gravité sur l'évolution, le développement, la croissance et les processus internes des plantes et des animaux. Lorsque la mission est terminée, il est temps de remonter à bord de la navette Soyouz. Ce voyage éprouvant va durer 3h30. Soyouz se détache de l'ISS et lorsqu'il s'est éloigné d'une vingtaine de mètres, les systèmes de propulsion sont déclenchés et le contrôle au sol prend en charge la descente de la navette. À 140 km d'altitude, les 3 modules se détachent. Alors rappelez-vous, les astronautes sont dans le module de descente au milieu. Les 2 autres modules ne vont pas résister à la traversée de l'atmosphère et ils vont se désintégrer. À 10 km d'altitude, Soyouz passe de 28 000 km/h à 800 km/h, et tout ça grâce à la résistance de l'air. Le parachute se déploie à 8 km du sol pour une descente à 20 km/h. À 5 km d'altitude, le bouclier thermique est éjecté et on évacue aussi les surplus de combustible et d'oxygène pour réduire les risques d'explosion à l'atterrissage. Et c'est à 70 cm du sol que les 6 fusées au-dessous de la capsule se déclenchent pour réduire un maximum la descente et minimiser le choc. Une équipe est présente pour accueillir les astronautes, alors ils sont sortis sur des chaises parce qu'ils leur font un temps de réadaptation à la gravité terrestre. Un rapide examen médical est fait pour vérifier que tout va bien et le retour à la vie normale peut commencer. 23 astronautes ont été tués depuis le début de la conquête spatiale, ça fait environ 5% de toutes les personnes ayant été dans l'espace. En 1967, Vladimir Komarov décède à l'atterrissage de Soyouz 1. En fait, le parachute a pris feu en entrant dans l'atmosphère. En 1971, c'est l'équipage tout entier de Soyouz 11 qui a été tué après le désamarrage de la capsule. En fait, il y a une valve qui s'est ouverte accidentellement et ils ont été exposés au vide de l'espace. En 1986, c'est la navette Challenger qui explose 73 secondes après son décollage. C'était dû à un joint qui était défaillant et qui a mis feu à toute la carlingue. Et en 2003, et celui-là, la plupart d'entre vous doivent s'en rappeler, la navette Columbia est détruite lors de son entrée dans l'atmosphère. En fait, lors du décollage, une mousse isolante s'était détachée et ils avaient beau avoir fait quelques réparations, malheureusement, quand ils sont revenus sur Terre, ça n'a pas tenu. Je vais conclure en vous conseillant d'aller voir quelques liens que je vous ai mis dans la description, en particulier sur Thomas Pesquet qui va décoller en novembre vers l'ISS. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, un petit clic sur le pouce bleu, faites-la découvrir à vos amis en la partageant, abonnez-vous pour ne louper aucun des prochains épisodes. Je vous fais plein de bisous presque baveux parce qu'à force j'ai plus de salive. Allez, à la semaine prochaine, ciao ciao.